Nous vivons une époque où quelque chose grince dans les rouages du monde. Les informations défilent, les cartes climatiques s'embrasent, les discours économiques tremblent. Mais le véritable signal n'est pas à l'extérieur. Il est en toi. As-tu remarqué cette sensation diffuse, presque imperceptible, comme une tension électrique dans la poitrine? Cette impression que les repères d'hier ne tiennent plus comme avant? Ce n'est ni une faiblesse, ni une peur irrationnelle. C'est ton intuition qui capte un changement de régime invisible. Les règles que nous pensions immuables, celles de l'argent, de la société, de la stabilité, montrent des fissures. Et tu n'es pas seul à le ressentir. Des millions de consciences perçoivent la même dissonance. Le monde ancien n'arrive plus à contenir ce qui veut naître. Bien avant que nos écrans ne saturent l'espace mental, bien avant que les crises écologiques et géopolitiques ne deviennent quotidiennes, un homme s'est allongé, a fermé les yeux et a décrit notre époque avec une précision troublante. Edgar Cayce ne voyait pas l'avenir comme une succession de dates, mais comme un champ d'informations accessible à l'esprit. Il considérait que la mémoire du monde n'est pas stockée dans des serveurs, mais dans une trame invisible que les anciens appelaient les archives akashiques. Pour lui, le temps n'était pas une ligne droite, mais une bibliothèque vivante. Et ce qu'il a consulté pour notre époque ne parlait pas d'effondrement, mais de bascule. Longtemps, ces avertissements ont été mal compris. Certains pensaient que ces visions concernaient d'autres périodes. Pourtant, aujourd'hui, les données géologiques, les perturbations magnétiques et les fractures sociales semblent converger vers ce point précis qu'il décrivait. Un seuil. Un moment où la Terre ne se contente plus d'envoyer des signaux faibles, mais manifeste clairement sa transformation. Ce que nous explorons ici n'est pas du folklore ni de la médecine alternative. Il s'agit d'un dossier sensible sur les bouleversements planétaires annoncés, des zones fragilisées, des régions sous tension, des centres de pouvoir exposés. Mais surtout, une question obsède les consciences. Où se trouve la sécurité? La réponse surprend. Elle ne se trouve ni sous terre, ni dans l'isolement, ni dans la fuite. Elle se situe ailleurs, dans un espace que peu envisagent comme un refuge. Mais avant d'en parler, il faut comprendre ce qui se joue réellement. Pourquoi accorder du crédit à un homme disparu depuis longtemps, alors que nos ordinateurs prédisent l'avenir en temps réel? Parce que ces visions se sont matérialisées trop souvent pour être balayées comme des coïncidences. Quand l'économie semblait indestructible, il parlait d'un effondrement imminent. Quand le monde rêvait de paix, il annonçait l'émergence de forces sombres et un conflit global. Il décrivait des phénomènes scientifiques encore inexistants, des découvertes archéologiques non révélées, et même la chute de figures politiques majeures. Pour lui, ce n'était pas de la prophétie, c'était de la lecture d'informations. Selon sa conception, chaque événement est inscrit dans un champ énergétique universel. Le passé, le présent et le futur coexistent. Ce que nous appelons prédire revient simplement à consulter un dossier déjà écrit. Et celui qui l'associait à notre période portait un titre clair, mutation. Il nommait cela les changements de la Terre. Non pas comme une punition, mais comme une réaction biologique d'un organisme vivant. Car pour Cayce, la planète n'est pas un objet inerte. Elle ressent. Elle respire. Elle réagit. Elle possède une forme de conscience. Les pensées humaines, disait-il, ne sont pas neutres. La violence, l'avidité, la peur collective et la destruction du vivant produisent une charge énergétique réelle. Ce ne sont pas que des problèmes moraux, ce sont des polluants vibratoires. Quand cette charge devient trop dense, la Terre entre dans un processus d'autorégulation, comme un corps qui déclenche une fièvre pour éliminer une infection. Les secousses, les éruptions, les déséquilibres climatiques ne seraient pas une attaque, mais une tentative de guérison. Ainsi, ce que nous appelons catastrophe serait en réalité une correction, non dirigée contre l'humanité, mais déclenchée par elle. Et c'est là que tout change.
Car si l'on observe ces phénomènes sans cette grille de lecture, ils ressemblent à un film apocalyptique. Mais avec cette compréhension, ils deviennent comparables à un accouchement, douloureux, instable, mais porteur de vie. Avant d'étudier les régions à risque, il faut adopter ce regard. 3 lois fondamentales guident ces transformations. Sans elles, le futur paraît sombre. Avec elles, il devient cohérent. La première est simple. La Terre est consciente. Elle ne subit pas. Elle répond. Et ce qu'elle répond dépend directement de l'état vibratoire de l'humanité. Le deuxième principe bouleverse notre manière de comprendre le destin collectif. Il n'existe pas seulement un karma individuel. Il existe aussi un karma des nations. Un pays, comme un être humain, laisse des traces énergétiques derrière lui. Lorsqu'une civilisation se construit sur l'exploitation, la domination ou l'oubli du sacré, elle inscrit ses choix dans le sol même qu'elle habite. Le territoire devient alors le miroir de ses décisions. Ce que l'on sème dans les structures économiques, dans les guerres, dans la cupidité institutionnalisée, revient sous forme d'équilibrage naturel. Les continents ne sont pas neutres. Ils mémorisent, ils répondent. C'est pourquoi les régions qui concentrent le pouvoir, la richesse et l'influence mondiale deviennent aussi les points de tension majeurs. Là où l'orgueil s'accumule, la correction cherche à passer. Puis vient la troisième clé, la plus dérangeante, mais aussi la plus révélatrice, le retour d'Atlantide. Selon cette vision, une grande partie des âmes incarnées aujourd'hui ne découvrent pas ce monde. Elle s'en souvient. Nous ne serions pas des débutants, mais des revenants. Les bâtisseurs d'une ancienne civilisation avancée, revenus sur scène pour une seconde tentative. Autrefois, l'humanité avait déjà touché une technologie capable de modifier l'énergie elle-même. Mais au lieu de s'accorder aux lois naturelles, elle a cherché à les dominer. Le résultat fut un effondrement total. Aujourd'hui, les outils ont changé de nom, mais pas de nature. L'intelligence artificielle, l'énergie nucléaire, les réseaux globaux, ce sont de nouvelles formes du même feu ancien. La question n'est donc pas technique, elle est morale. Allons-nous refaire exactement la même erreur? Ou allons-nous enfin utiliser la puissance avec sagesse? Les secousses de la planète deviennent alors un signal, comme une cloche qui retentit dans une salle d'examen. Le test a commencé. Respire maintenant, car ce qui suit n'est pas une carte de certitude, mais une carte de probabilité. Un schéma des zones où l'équilibre cherche à se rétablir en premier. Regardons d'abord l'ouest du continent nord-américain. Depuis longtemps, les scientifiques parlent d'un grand choc à venir. Mais cette vision allait plus loin qu'une simple secousse. Elle parlait de dislocation. Non pas d'un tremblement isolé, mais d'une rupture progressive, comme si la Terre elle-même voulait se détacher de ce qu'elle porte. Cette région repose sur les vestiges d'un ancien continent englouti, un sol chargé d'une mémoire très ancienne. Or, la culture moderne qui s'y est développée s'est orientée vers l'image, l'apparence, la possession, l'instantané. Le contraste entre la profondeur énergétique du lieu et la superficialité de son usage crée une tension invisible, mais réelle. Lorsque les volcans s'agitent dans certaines zones du globe, ce n'est pas un événement isolé, c'est un langage. Un avertissement que les plaques se préparent à bouger, que l'eau cherche à reprendre sa place, que la terre aspire à se purifier. Les signes sont déjà présents. Une ceinture de feu qui se réveille, des failles qui murmurent, une activité souterraine qui s'intensifie. Ce n'est pas une punition, c'est un réajustement. Puis notre regard glisse vers l'autre rive. Si l'Ouest représente une séparation lente, l'Est symbolise un bouleversement rapide. Là, le changement ne vient pas par fissure, mais par déplacement brutal. Comme si une vague invisible traversait la côte et redessinait soudain les contours de ce qui semblait stable. Ce ne sont pas seulement des villes qui sont concernées, ce sont des centres de décision, des repères psychologiques collectifs.
Et derrière ces mouvements physiques, un message plus vaste se dessine. La Terre ne détruit pas, elle réoriente, elle ne supprime pas, elle corrige, elle ne se venge pas, elle équilibre. Certaines villes, disait-il, ne sont pas seulement des lieux, ce sont des symboles, des nœuds énergétiques où se croisent argent, pouvoir et mémoire collective. Quand ces centres deviennent trop lourds de leurs propres excès, la Terre réagit comme un organisme qui cherche à rééquilibrer sa circulation. Il évoquait des régions entières menacées de transformation rapide, non par lente érosion, mais par basculement soudain. Pas un glissement progressif, un changement de décor presque instantané. Cette idée dérange parce qu'elle contredit notre vision habituelle du changement climatique lent et mesuré. Elle suggère que la planète peut répondre en un seul mouvement, comme un muscle qui se contracte d'un coup. Il parlait d'un déplacement profond des masses terrestres, d'une instabilité liée au réajustement interne du globe, capable de faire circuler les océans autrement, comme un verre d'eau qu'on renverse brusquement. Dans cette lecture, certaines métropoles modernes se retrouvent placées sur des lignes de tension invisibles. Non parce qu'elles seraient coupables, mais parce qu'elles concentrent l'ancienne manière de vivre, accumulation, compétition, séparation. Lorsque l'eau reprend la terre, ce n'est pas pour détruire, c'est pour dissoudre une empreinte devenue trop dense. En Europe, la vision devenait encore plus radicale. Les terres du Nord perdaient de leur stabilité, tandis que celles du Sud se redressaient, comme si le continent respirait à nouveau en modifiant sa posture. De nouvelles zones apparaissaient là où l'océan dominait auparavant. Et dans les régions polaires, l'agitation devenait le moteur d'un effet domino. Volcans réveillés, pressions internes déplacées, orientation magnétique bouleversée. La planète redistribuait son poids comme un corps qui cherche une position plus saine. Des pays entiers verraient leurs frontières naturelles non par décision humaine, mais par mouvement géologique. Le Royaume-Uni, la Scandinavie, les terres du nord de l'Europe entreraient dans une phase de remodelage, comme si l'histoire elle-même était invitée à recommencer autrement. Mais au milieu de ces images spectaculaires, surgit une révélation inattendue. Une réponse qui étonne les stratèges, mais qui parle directement à l'âme. Où se trouvent les zones de stabilité? Pas dans les lieux de prestige, pas sur les façades du monde, mais au cœur. Il désignait l'intérieur des continents comme des espaces de continuité, des terres anciennes, épaisses, peu sujettes aux fractures. Là où la roche est la plus vieille, ces régions deviendraient non seulement des refuges physiques, mais des centres de renaissance, culture nourricière, société plus simple, structure plus humaine. Et puis, il pointait un autre territoire, immense et souvent incompris. Non pour ses régimes, ni pour ses conflits, mais pour sa vocation profonde. Il parlait d'une terre appelée à porter une idée nouvelle, celle d'une humanité fondée sur la coopération plutôt que sur la conquête. Une philosophie née de l'épreuve, forgée par l'endurance, tournée vers le collectif plutôt que vers le profit. Il ne décrivait pas un état, il décrivait une mission. Dans cette vision, l'Occident s'effondrait sous le poids tandis que l'Est, ayant traversé ses purifications, proposait une autre manière d'exister ensemble. Et de cette rencontre entre deux mondes rééquilibrés naîtrait une paix durable. Ainsi se dessine une carte étrange. Les bords s'assombrissent, le centre s'éclaire, les pôles d'influence changent de direction. Je sais ce que cela provoque en toi. Cette réaction primitive qui murmure « Il faut partir, il faut stocker, il faut se protéger ». C'est normal, c'est l'instinct de survie. Mais cet instinct appartient à l'ancien cycle, car la réponse donnée n'était pas matérielle. On ne parlait pas de liste, ni de provision, ni de plan d'évasion. On parlait d'une loi plus... Le monde visible est la conséquence d'un monde intérieur. La carte que nous avons évoquée n'est pas une fatalité. C'est une projection collective, une probabilité façonnée par l'état mental de l'humanité.
Et là se cache la clé la plus puissante. Tu n'es pas prisonnier du scénario global. Tu es responsable de ton propre champ d'expérience. Ton alignement intérieur influence ta trajectoire extérieure. Ta stabilité mentale influence ta stabilité physique. Ton niveau de conscience devient ton véritable refuge. Le véritable refuge ne se trouve sur aucune carte. Il ne se mesure ni en kilomètres ni en altitude. Le seul abri réel, c'est ton état intérieur. Quand ton esprit est envahi par la peur, par l'urgence, par l'idée que chacun doit se sauver seul, tu émets un signal précis. Et ce signal attire exactement ce qu'il redoute. Le chaos reconnaît les cœurs affolés. Même entouré de murs solides, celui qui vibre la panique reste exposé. Mais lorsqu'un être choisit une autre fréquence, celle du calme, de la coopération, de la confiance, un phénomène étrange se produit. Il cesse d'être visible pour la tempête. Non pas parce qu'il est protégé par hasard, mais parce qu'il est guidé. Il existe une intelligence discrète qui déplace les pas, retarde les départs, détourne les trajectoires. Une inspiration soudaine de rendre visite à quelqu'un. Une occasion manquée qui se révèle apparaît comme une bénédiction déguisée. Ce n'est pas de la chance. C'est une navigation intérieure. Nous entrons dans une époque où la survie ne dépend plus des murs, mais de la conscience. Autrefois, on se protégeait en s'isolant. Aujourd'hui, on se protège en s'alignant. Ceux qui entendent ce message ne sont pas là par erreur. Ils ne subissent pas cette époque. Ils l'ont choisie. Ils sont venus pour maintenir une stabilité quand les anciens systèmes se fissurent. Ils sont venus pour incarner le calme quand l'agitation domine. Ils sont venus pour rappeler que l'effondrement d'une forme n'est jamais la fin d'un sens. Ne regarde donc, la terre se débarrasse de ce qui ne lui sert plus. Elle prépare un sol neuf. Et elle cherche des consciences capables d'y semer autre chose que la peur. Ton rôle n'est pas de fuir. Ton rôle est d'éclairer. Un choix se présente maintenant, plus puissant que n'importe quelle stratégie matérielle. Tu peux nourrir l'ancien scénario, celui de la rivalité, de la fuite, de la méfiance. Ou tu peux participer à une trajectoire différente, celle d'un monde réorganisé autour de la lucidité et du respect du vivant. Si tu te reconnais dans cette vision, pose un acte intérieur. Affirme-le. Décide que ton esprit ne sera pas un champ de bataille, mais un point d'équilibre. Décide que ta présence sera une réponse, pas une. Et sois attentif, car ce que nous avons exploré n'est que la surface. Sous les monuments du passé, dans les profondeurs du sable et de la mémoire humaine, sommeille une connaissance ancienne. Un récit oublié de nos origines, une cartographie de notre conscience, un plan pour la suite. Les signes indiquent que ce savoir enfoui n'est plus destiné à rester caché. Dans la prochaine étape, nous irons là où l'histoire officielle hésite à regarder. Nous examinerons les indices, les anomalies, les structures dissimulées sous les symboles. Nous suivrons la piste d'un héritage qui pourrait bouleverser notre compréhension du monde. Avant que les transformations... Ce voyage ne fait que commencer. Si tu veux en faire partie, reste présent, reste attentif et surtout, reste aligné. Si ce message résonne en toi, ne reste pas spectateur. Écris dans les commentaires « Je choisis la nouvelle terre ». Que cette phrase soit ton engagement intérieur.